On débute cet épisode avec un mot de notre sponsor. Linkaway.co, c'est un SaaS pour les publishers par un publisher. Michael Marek est le fondateur du groupe Grenadia qui utilise massivement l'affiliation pour la monétisation de ses médias. En se développant, il s'est rendu compte que beaucoup de e-commerçants ne sont pas prêts, n'ont pas le temps ou tout simplement n'ont pas le budget ou encore les connaissances techniques pour lancer un programme d'affiliation. Il a donc créé en interne un outil qui permet de créer des campagnes au CPC très simplement et très rapidement pour travailler avec tous les types d'annonceurs. Pour les médias, c'est l'occasion de développer une nouvelle source de revenus. Et pour les annonceurs, ça permet d'obtenir du trafic ultra qualifié au CPC. Aujourd'hui, cet outil est disponible pour tous les éditeurs, c'est linkaway.co. Et en tant que sponsor de Mediamoula, Michael offre 1 heure de consulting Content Commerce pour chaque demande de démo de son outil. Des médias prestigieux comme Topito, Le Point, Very Good Lord ou encore Le Démotivateur utilisent déjà Linkaway pour monétiser leurs audiences. Direction linkaway.co, linkaway.co pour en savoir plus et remplir le formulaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma discussion avec Michael Marek dans l'épisode numéro 7 du podcast. Et maintenant, l'épisode du jour. Aujourd'hui sur Mediamoula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de l'affiliation servicielle. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Lorraine Simoneau, experte en affiliation et en monétisation de sites web. Salut Lorraine, comment tu vas ? Salut Ronan, je vais bien et toi? Très très bien, merci. Merci de participer. Avant de lancer donc la thématique de ce podcast, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Laurel, je suis experte, du coup, comme tu disais, en affiliation marketing et en business development. En gros, j'aide les sites médias et aussi des plus petits sites de niche à se monétiser via l'affiliation marketing et via d'autres méthodes de monétisation. Mhm. Alors pourquoi j'ai voulu te recevoir, Lorraine, sur ce podcast? D'ailleurs, je sais plus trop comment je suis tombé sur ton profil. Ça devait être sur LinkedIn, à mon avis. Mais ce qui m'a intéressé, en fait, c'est parce que des agences qui aident les annonceurs à gérer leur programme d'affiliation, ça, il en existe, il en existe énormément. Par contre, des agences ou des consultants qui vont se placer côté publisher pour les aider à mettre en place des stratégies d'affiliation, de marketing à la performance, bah, j'en connais beaucoup moins. Donc ça m'a intéressé, ça m'a intrigué. Et je voulais savoir justement, bah, avant de démarrer, si tu pouvais nous expliquer un peu pourquoi tu t'es positionné côté publisher plutôt que côté annonceur pour l'affiliation. Alors, c'est vrai que je fais un petit peu des deux aussi. Parfois, je fais un peu du côté annonceur, mais globalement, tu as raison, je fais 90% côté publisher. Parce que bah, tout simplement, déjà, je viens de là à la base. J'ai travaillé pendant près de 3 ans en CDI, du coup, chez Prisma Media. Donc, c'est le groupe de capital, management, femmes actuelles, etc. Et donc, je les aidais en fait à monétiser les différents sites web via l'affiliation marketing. Bah, comme je te disais, plein d'autres méthodes de monétisation. Et c'est là en fait où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un potentiel du coup de développement sur l'affiliation, puisque bah à l'époque, maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque, Prisma Media était vraiment le seul média effectivement à faire de l'affiliation à ce point-là. Et Mhm. donc du coup, effectivement, bah, j'avais un premier rêve déjà, c'était de partir vivre en Asie. Un deuxième, c'était de devenir du coup entrepreneur. Et je me suis dit bon bah pourquoi pas. Là, je pense avoir l'opportunité d'allier les deux. Et c'est comme ça que je me suis lancée en fait tout simplement. J'ai commencé par travailler pour le média CMI France, Mhm. notamment sur des sites comme Elle, Marianne ou encore Télé 7 jours. Et c'est là vraiment du coup que j'ai commencé, on va dire, à me positionner en tant que publisher. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une grande demande entrante sur le sujet. Et comme tu disais, bah, il y a peu effectivement d'agences qui se positionnent sur l'affiliation et notamment sur la partie publisher. Mhm. Et à date, effectivement, je pense être la seule à être vraiment sur ce créneau-là côté média. Voilà. Et comment tu l'expliques le fait qu'il n'y ait pas plus d'agences côté publisher? C'est parce que les médias préfèrent internaliser ces compétences? Alors, je pense que globalement, déjà, l'affiliation, c'est quelque chose de plutôt récent, puisque Mhm. à la base, c'était côté États-Unis où effectivement, il y avait beaucoup d'affiliations. Ça commence à se développer ces dernières années à fond en Europe. Pareil, dans le monde entier, en Asie, c'est pareil, ça se développe à fond. Mhm. Mais globalement, effectivement, à la base, c'était peu connu. Et du coup, pour le moment, effectivement, les médias ont plutôt internalisé ces compétences. Et en fait, surtout, bah,
côté annonceur, il y a des programmes d'affiliation qui commencent à se développer, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et maintenant, on voit, en tout cas, je vois sur LinkedIn une grande demande entrante de postes, par exemple, sur le domaine de l'affiliation, puisque des grosses marques commencent à développer des programmes d'affiliation tout simplement. À l'époque, c'était absolument pas le cas. Contrairement aux États-Unis, où de nombreux programmes d'affiliation sont déjà créés, en fait, tout simplement. C'est un marché effectivement beaucoup plus mature. On voit que les annonceurs et les publishers prennent l'affiliation de plus en plus de plus en plus au sérieux en ce moment, que ce soit sur le B2C et le B2B. Toi, tu es spécialisé vraiment plutôt sur les sites grand public, donc de l'affiliation B2C. En fait, globalement, je me spécialise du coup sur des médias, puisque c'est ce Mhm. que j'ai le plus fait à date, mais aussi sur des sites beaucoup plus petits, beaucoup plus niches, D'accord. donc des sites avec des audiences beaucoup plus faibles. En fait, c'est un peu un principe de l'affiliation, c'est pas parce que tu as énormément d'audience que tu vas convertir. Mhm. Il faut avoir un trafic intentionniste et venir mettre des services qui sont intentionnistes. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas avoir des conversions et que donc tu vas générer des commissions et donc de l'argent. Ok. Donc même En- des petits sites médias Mhm. peuvent effectivement être monétisés via l'affiliation. D'accord. En préparant ce podcast, moi je partais effectivement sur l'affiliation globale et tu as tenu quand même à préciser que tu faisais beaucoup d'affiliations, ce que tu appelles servicielles. Est-ce que tu peux nous présenter le concept? Oui, bien sûr. Alors effectivement, je différencie l'affiliation servicielle du content to commerce ou encore Mhm. du brand content. Pour moi, l'affiliation servicielle, c'est vraiment une affiliation qu'on va venir en fait intégrer dans le contenu éditorial. Donc c'est-à-dire, voir par exemple un plus gros média, ce sont les journalistes qui vont eux-mêmes venir intégrer des services ou des produits, mais que eux-mêmes vont choisir. Donc c'est vraiment une discussion qui va être conjointe, on va dire, avec les journalistes, Mhm. choisir des produits et des services avec eux, qui se rémunèrent et qui vont être dans le contenu. Donc par exemple, ça peut être, je sais pas, pour donner des exemples, un service d'assurance santé, par exemple. Ça peut être un service de retraite, un service même d'astrologie. Et ce sont en fait des services qu'on va venir intégrer sur le site média et qui vont être relayés au cœur des articles. Donc au cœur des articles, ça peut être par exemple via des liens d'affiliation, enfin, mais des liens tout simplement dans le contenu, via des widgets ou via des boutons. Et donc ce sont des services qui fonctionnent très bien. Et on va avoir ensuite des journalistes par exemple qui vont rédiger des contenus. Donc un exemple typique, c'est 100 idées de cadeaux à offrir pour Noël à vos amis et votre famille. Et tu vas avoir du coup les 100 produits. Et en fait, ce sont les journalistes qui, à la base, ont choisi ces produits-là. Je précise ça, c'est très important parce que c'est vraiment une rémunération qui va être liée au travail des journalistes. C'est-à-dire qu'on n'influence pas ce qu'on va venir mettre sur le média. C'est Mhm. vraiment les journalistes qui choisissent ça. Parce que c'est vraiment une affiliation servicielle éditoriale, contrairement au content to commerce ou à du brand content, qui va vraiment être choisi côté commercial, côté du coup affiliation. Et donc, on va venir mettre effectivement ces liens d'affiliation directement sur ces produits. Donc, par exemple, si tu as, je sais pas, un produit, un sac Michael Kors, tu vas venir mettre directement le lien d'affiliation en dessous du produit qui, du coup, a été intégré dans l'article par le journaliste lui-même. Et donc, ce Ok. produit-là va être rémunéré, bien évidemment, par la suite. Et c'est ça qui est Mhm. intéressant, c'est qu'on rémunère le travail des journalistes à l'affiliation. Mhm. Alors quand tu parles de journaliste, j'imagine que tu parles encore de médias plutôt thématiques. Tu as cité Capital tout à l'heure. J'imagine que c'est pas par exemple un média généraliste type Le Monde ou Ouest France qui va, enfin ils ont une partie content commerce, mais c'est sur des guides shopping séparés. Ça Mm. va être très, enfin les journalistes généralement ils veulent pas entendre parler de monétisation. Donc quand tu parles de journalistes, ce sont des journalistes qui créent du contenu sur des thématiques. Donc par exemple, je sais pas l'automobile, la beauté, le sport, etc. Donc tu peux nous citer des médias par exemple avec lesquels tu travailles. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas forcément que des journalistes qui vont du coup rédiger des contenus content to commerce ou des contenus, on va dire, dédiés à l'affiliation. Ça va être des journalistes aussi qui tout simplement
comme je disais tout à l'heure, écrivent vraiment des articles sur des thématiques précises. Et en fait, ensuite, nous ou eux-mêmes, on va venir monétiser ça. Et donc, effectivement, donc, par exemple, en ce moment, je travaille pour le média Gala, donc du groupe Mhm. Figaro. Auparavant, appartenait du coup à Prisma Media. Et effectivement, on est en train justement de mettre en place toute l'affiliation servicielle pour venir monétiser tout leur travail, tous les diaporamas. Donc là, il y a un travail, on va dire, un peu conjoint entre eux et moi, où en fait, ils vont me remonter des diaporamas, des articles qu'ils ont eux-mêmes rédigés. Et moi, avant publication, je vais venir effectivement mettre des liens d'affiliation dans ces diaporamas et articles. Donc tu vois, c'est vraiment ça que je tiens à préciser, c'est que je ne leur dis pas, il faut que tu mettes tel produit Mhm. parce que ça rapporte bien. S'ils ont envie de mettre un sac Michael Kors, ils viennent mettre ce sac-là et je Mhm. viens le monétiser par la suite. D'accord. Et pour cette partie un peu plus technique de poser les liens d'affiliation, tu utilises, ils ont des outils maison ou tu utilises des solutions comme Affilize ou tu vas directement sur chaque plateforme aller chercher le lien traqué? Comment tu t'organises? Est-ce que ça dépend des médias? Beaucoup de questions dans la question, Ouais. donc je te laisse présenter comme tu le souhaites. Alors ça dépend effectivement des médias. Gala, on n'a pas Affilize puisqu'on a déjà une solution de box e-commerce, ils appellent ça comme ça, qui est intégrée en fait dans les articles. Donc ça a été créé tout simplement en interne du Figaro, et on déploie du coup d'ailleurs en ce moment cet outil-là sur Gala. Donc on n'utilise pas Affilize. Par contre, je sais que par exemple il y a des médias comme CMI qui utilisent la solution Affilize, qui est une solution effectivement pour de box Mhm. e-commerce qui propose effectivement les produits directement. On renseigne un lien du produit, cela affiche le produit sur les différents comparateurs de sites. Donc Amazon, je sais pas, Rakuten, etc. Et donc là, la box e-commerce de Gala, c'est la même chose que Affiliate, sauf qu'ils l'ont créé en interne. Voilà, donc il n'y a pas de pourcentage de commission, on va dire, qui part à Affiliate. Mais Affiliate, c'est une excellente solution. Mhm. Euh, les box sont très très bien faites. Toi, qu'est-ce que tu préfères personnellement pour choisir l'affiliation? Tu préfères le travail manuel ou tu te dis si tous les médias pouvaient utiliser une solution comme Affilize? Je suis pas en train d'essayer de faire de leur pub, hein, moi, je les ai reçus. Je sais que beaucoup de publishers les utilisent et apprécient vraiment le gain de temps. Est-ce que tu as vu d'autres solutions peut-être intéressantes ou est-ce que tu as d'autres recommandations pour des publishers qui souhaitent pas forcément passer par Affilize, effectivement, pour conserver un maximum de commission? Alors, j'ai pas forcément du coup de d'autres outils en dehors d'Affiliate. Effectivement, pour le moment, je connais vraiment que celui-ci sur le marché. Mais effectivement, possibilité du coup de faire ça en interne, Mhm. puisque le Figaro du coup l'a créé en interne eux-mêmes, et possibilité de proposer pour de l'affiliation servicielle des boutons au sein des articles. Mhm. Donc, ça va être des boutons tout simples hein, qu'on va venir intégrer dans le contenu éditorial, qui vont du coup bien mettre en avant les offres, et aussi, par exemple, des widgets. Quand j'étais chez Prisma Media, par exemple, je m'amusais moi-même à bidouiller des widgets. Mhm. Donc c'était, quand je dis widget, c'est-à-dire que je crée une image avec écrit Découvrez notre service d'assurance santé. Et en fait, tout simplement, tu cliquais sur le widget qui était très coloré, donc bien visible dans l'article, qui te renvoyait sur une autre page avec un formulaire de lead. Et on était rémunéré du coup sur chaque lead qu'une personne, enfin, chaque lead récupéré via ce formulaire. Donc en fait, je dirais, c'est hyper pratique effectivement d'avoir des outils comme ça que tu peux déployer sur tout le site. C'est encore mieux si tu peux le faire en interne Mhm. toi-même et du coup pas perdre de pourcentage de Mhm. commission dessus et faire même des choses créatives qui vont rentrer en fait dans l'univers de ton magazine, qui peuvent être du coup très colorées, Mhm. et les couleurs qui fonctionnent très bien. Par exemple, j'avais fait des tests, je te partage ça, mais par exemple la couleur rouge, la couleur orange, je me rendais compte que c'était des couleurs qui fonctionnaient super bien. Et c'était pas non plus malheureusement les widgets les plus jolis qui fonctionnaient, comme on peut imaginer. Tu te dis bon bah widget joli, les gens ils vont cliquer, etc. Mais alors mais pas du tout. Je te mettais un truc orange tout autour là, un gros Mhm. bouton orange, un gros bouton rouge, hop, Ouais. ça cliquait. Donc je continue vraiment à faire ça, mais Mhm. en gros, voilà, les chiffres
que j'en ai sorti suite à ces différents tests, c'est vraiment que le taux de clic peut être multiplié par deux quand tu Mhm. viens mettre ce genre d'outils dans des Mhm. articles versus des liens simples. Ouais. Ça, c'est super intéressant de faire des tests et de traquer. Euh, alors le problème enfin le problème, disons que ça fonctionne quand tu as énormément de trafic. Donc, tu vois, si tu as des millions de Oui. visites par jour, forcément, tu auras beaucoup plus de data que tu pourras analyser. Là où il y a beaucoup de publishers petits ou moyens qui vont se lancer dans des tests et des A/B tests, des split tests, tout traquer, etc. Alors qu'ils ont que, tu vois, une centaine de visiteurs par jour. Donc, pour avoir de la donnée qui est significative, c'est très compliqué. Et franchement, c'est un peu une perte de temps. Donc là où toi, j'imagine, c'est super agréable, c'est quand tu travailles avec des gros médias que tu peux tester ça. Mm. Et là, tu as de la donnée assez rapidement et qui est pertinente. Euh, tous ces tests, c'est... En fait, ça va venir dans la question. Quand tu signes un client, c'est vraiment c'est du sur-mesure. Tu discutes avec eux, tu comprends leurs besoins, etc. Ou tu as un espèce de package et tu viens, tu dis bonjour, je suis Lorraine et voilà ce que je veux faire pour vous. Comment ça se passe? Alors, globalement, effectivement, j'essaye de comprendre le besoin. C'est Mhm, quoi votre besoin? En général, le besoin, c'est toujours le même, c'est je veux gagner plus d'argent, mhm, je veux monétiser mon site. C'est le cas du coup des médias, c'est le cas effectivement des plus petits sites qui pour le coup, eux, essayent de vivre via l'affiliation. Donc mhm, c'est vraiment un besoin de se monétiser via de l'affiliation. Et donc tout simplement, je regarde qu'est-ce que qu'est-ce que le média ou qu'est-ce que le site web est prêt à faire pour se monétiser. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer, tu vois? Parce que tu vas avoir des médias qui vont dire ah non mais moi je veux pas de boutons dans les articles. Moi je mhm, veux pas ce genre de service. Moi je veux pas. Alors, bien évidemment à chaque fois je cherche des services qui sont en lien avec l'ADN de chaque site. Je vais pas venir proposer parler d'assurance santé. Je vais pas venir mettre de l'assurance santé sur un gala, c'est pas du tout la thématique. mhm, Ou un personal shopper, je n'importe quoi sur le Parisien, tu vois, mhm, ou un Capital. Donc toujours trouver un service qui correspond avec l'ADN du magazine, c'est super important. Parce que si tu proposes le mauvais service à ton audience, ça va jamais convertir, ils s'en fichent les gens. mhm, Donc j'essaye aussi vraiment de bien comprendre qui est le persona du site web, qui est le persona du magazine. C'est extrêmement important. Parce que si tu vends le mauvais produit sur le site, les gens ils vont jamais l'acheter tout simplement. mhm. Donc comprendre vraiment le persona type de ton site, se mettre dans ses bottes et se dire, ok, là on a un persona type sur Gala d'une quarantaine d'années, plutôt femme, qu'est-ce qu'elles vont acheter, tu vois. Si Mhm. j'étais elle, qu'est-ce que j'achèterais? Voilà, je sais plus où est-ce que j'en étais du coup dans, Ouais, c'est très dans ta clair. question, mais C'était plus effectivement, est-ce que tu fais du sur-mesure ou tu as un package, mais je me oui, doutais effectivement un peu que c'était du sur-mesure. ah Ça, oui. ça a du sens. Ouais, je sais pas si tu voulais Et je compléter. pose, Mhm, effectivement, je pose en général aussi des objectifs. J'aime bien d'accord. fonctionner à la performance parce Mhm, que, effectivement, pour moi, le plus important, c'est ce qui va être généré à la fin. C'est la monétisation qui va être générée à la fin. Donc, je pose en général des objectifs avec les différents sites web, les sites médias, etc. Et l'objectif, c'est d'atteindre effectivement ce qu'on s'était fixé au début via les différents leviers qui me sont, on va dire, accordés. Et en amont, bah, avant d'atteindre cet objectif, j'essaie d'évaluer si oui ou non c'est possible de le faire de mon côté via ce qu'on me donne. Parce que si on me donne pas de possibilité de le faire, ça va être compliqué. Mais si effectivement, je sais pas, du content commerce, de l'affiliation, possibilité d'aller développer des nouveaux services, c'est génial, on va pouvoir atteindre, voire faire plus que le chiffre d'affaires. mhm. Alors là, on enregistre ce podcast, on est le 16 décembre, donc j'imagine que là, Q4 est déjà joué. C'est une grosse, grosse période pour tous les publishers qui font de l'affiliation, parce qu'on a le Black Friday, on a Noël, etc. Euh, qu'est-ce que tu as constaté cette année? Est-ce que tu as vu des tendances particulières différentes de l'année dernière, ou des choses intéressantes, ou des choses qui n'ont pas fonctionné? Le air fryer, ça marche très bien. Vendez des Ouais, air fryers. ok, intéressant.
Non, en vrai, effectivement, bah, Black Friday, c'est la meilleure période de l'année, avec la période de Noël. C'est une période où effectivement on va pouvoir vendre un maximum de produits. Ça a été le cas sur Gala, bien évidemment, par exemple. Black Friday, c'est la période où on a pu effectivement aller chercher un maximum d'annonceurs, à la fois en content to commerce, à la fois en brain content, tout simplement. Et effectivement, bah, on constate que par rapport à toutes les autres périodes de l'année, c'est là où les gens vont venir consommer le plus. C'est là où ils sont plus enclins à acheter des services. Par exemple, tu vois, pour la période de Noël, les gens recherchent des cadeaux Mhm. et il y a des thématiques qui sont très intéressantes, du style trouver un cadeau en last minute ou trouver un cadeau en ligne. Parce qu'en fait, Mhm. si t'arrives, c'est bientôt Noël, que t'as pas eu le temps d'aller acheter des cadeaux, ce sont des thématiques qui sont extrêmement intéressantes puisque tu n'as pas besoin de sortir chez toi et tu vas Mhm. acheter ton cadeau dans la journée. Donc je peux te citer Mhm. comme exemple, par exemple, Weekendoo, qui font une grosse partie de leur chiffre Mhm. d'affaires, ce n'est à la moitié, je sais pas si je dis des bêtises, mais une grosse partie de leur chiffre d'affaires en Q4, effectivement. Parce que c'est le moment où les gens, Weekendoo qui propose des ateliers créatifs en ligne, c'est le moment où les gens vont venir acheter ces services-là en ligne. Et du coup, Mhm. c'est le moment de pousser ce genre de service dans les articles, puisque du coup, bah, les gens sont plus enclins à acheter et tu vas avoir du coup une bonne rémunération à la suite. Ça me rappelle tellement ma période où j'étais publisher moi-même. J'avais un site dans le domaine de la déco et de la maison. Et Q4, c'était à la fois infernal et en même temps très excitant parce que mais ça partait enfin dans tous les sens et on voyait les chiffres, mais c'était grisant quoi, c'était vraiment grisant, autant les chiffres de trafic que de conversion. Et effectivement, j'avais fait un article sans trop y croire sur tous les cadeaux dernière minute. À l'époque, il avait été vachement bien relayé aussi sur Pinterest, donc il était un peu bulletproof au risque de Google tout simplement le tuer, quoi, de plus le faire apparaître en recherche naturelle. Et rien que cet article, effectivement, j'avais pas mal d'annonceurs sur les box, etc., que tu peux offrir à la dernière minute, et ça fonctionnait super super bien. Mm. Mais je suis pas là pour parler de moi, je vais faire le pont Et c'est- avec, avec ma prochaine question, parce que effectivement, plus cet article fonctionnait, plus j'étais contacté par des annonceurs. Et en fait, les annonceurs, ils sont, ou des affiliate managers du côté des plateformes, etc., qui voulaient que je Mhm. remonte leurs clients en top position, parce que si tu es en top position, en gros, tu vas faire plus de ventes. Enfin, c'est très schématique, mais ça marche un peu comme ça. Est-ce que toi, du coup, quand tu as un article qui fonctionne très bien, tu suis les stats, à mon avis, sur Q4 de manière très régulière, voire journalière, j'imagine. Tu prends contact avec des annonceurs, les annonceurs prennent contact avec toi directement pour essayer d'optimiser leur présence sur les articles. Comment tu gères la relation avec les annonceurs? C'est vraiment les deux. C'est-à-dire que si je vois un gros potentiel sur un article, donc comme tu disais, un article qui va être bien positionné en SEO, je vais contacter directement l'annonceur pour effectivement avoir le programme d'affiliation et venir le brancher du coup sur le site. Mhm. Et parfois c'est l'inverse, c'est des annonceurs effectivement qui arrivent et qui disent, bah, un peu comme tu disais, t'as des articles, t'as un article là qui est super bien positionné sur telle thématique, je voudrais y figurer. Et du coup là c'est très intéressant puisque on peut, en plus du CPA, donc de la rémunération via le lien d'affiliation, on peut demander une partie fixe, une partie frais fixe. Et donc, c'est ce que beaucoup de médias font, pour notamment tous les classements de cadeaux, sans des cadeaux, etc. C'est qu'ils payent des emplacements pour être le plus haut possible dans l'article. Mhm. Et ça, c'est super intéressant, du coup, pour monétiser ces différents articles. Alors, vient par contre un peu la question comment dire, de la transparence et de l'intégrité aussi des articles. Parce que quand tu fais un top cadeau, tu vois, tu vas faire je sais pas, le top 50 des cadeaux à offrir à la dernière minute. Il n'y a pas vraiment de meilleur cadeau, entre guillemets. Par contre, Oui, donc tu peux prendre un frais fixe et puis remonter certains annonceurs, etc., pour les mettre en avant. Par contre, là où ça devient un peu plus touchy, c'est par exemple, tu fais un article, justement, tu parlais des air fryers, les meilleurs air fryers à offrir, tu vois, en 2024, etc.
là, si tu as un annonceur qui dit bah remonte mon air fryer ou remonte mon listing, etc. Tu vois, c'est là où tu dis à quel point tu laisses les frais fixes influencer ton classement. Et ça, je sais qu'il y a des éditeurs qui sont très très comment dire prudents avec ça. Ils vont Bien jamais sûr. prendre de frais fixes pour influencer les classements. Et d'autres, bon bah c'est un peu plus, ok, bon bah si tu, en gros, si tu me donnes du frais fixe, ouais, je te remonte, etc. Toi, j'imagine que sur des clients comme des gros clients comme Gala, etc. Vous avez quand même une charte ou une espèce de des règles à suivre par rapport à ça. Oui, bien sûr. Bah, du coup, sur la partie affiliation éditoriale, donc affiliation servicielle, comme je disais, là, jamais, effectivement, on va venir toucher au classement. Mhm, Là, on touche pas au classement, on met juste des liens, etc. Ensuite, effectivement, bah, sur la partie, on va dire plus content to commerce, bah, on va mettre en avant les annonceurs effectivement qui payent pour être en avant. Mais effectivement, sur ce type de médias, on va faire attention à pas faire des faux classements. On fait pas ça sur des médias, on va dire. Après, peut-être qu'il y a des sites qui le font plus, mais en tout cas, sur des gros médias, on ne le fait pas. mhm. Très bien. Est-ce que tu peux nous peut-être nous détailler certains freins des publishers et des éditeurs, des sites médias ou des groupes médias euh, que tu rencontres avec l'affiliation quand tu présentes tes services? Alors, tu as dit que tu avais beaucoup de demandes entrantes, donc c'est peut-être une question un peu plus compliquée pour toi de répondre, à toi de répondre, mais est-ce qu'il y a certaines choses qui reviennent, certaines discussions, c'est un peu toujours les mêmes freins, les mêmes, ou peut-être même des croyances un peu qu'ils ont sur l'affiliation ou des mythes, des choses comme ça qui reviennent et que tu entends régulièrement de la part des éditeurs. Oui, effectivement, bah, c'est toujours à chaque fois. Ils ne veulent pas en fait venir mettre de l'affiliation, globalement, Mhm. les rédactions. Enfin, ils ont peur en tout cas de le faire parce qu'ils ne veulent pas que ça influence leur travail. Donc ça rejoint effectivement ce qu'on disait juste avant. Et clairement, c'est pour ça que l'affiliation servicielle est limitée vraiment à ce que proposent les journalistes pour ne Mhm. jamais venir influencer ce qu'ils vont publier. C'est pas parce qu'on a un service qui va rapporter des milliers que on va le mettre en avant dans les articles du quotidien. Non, c'est la liberté d'expression, c'est la Mhm. liberté des journalistes et on ne vient pas franchir ça. Ensuite, effectivement, bah, c'est hyper important aussi en retour de venir monétiser leur travail et l'affiliation, c'est un moyen effectivement de créer de nouveaux revenus pour le média. Et en fait, ce qui est difficile pour eux en général, c'est que bah, le travail des journalistes, c'est d'écrire des articles. C'est pas de venir intégrer des liens d'affiliation, c'est pas de venir mettre des services. Et en fait, en général, hein, de ce que j'ai pu voir de mon expérience, effectivement, c'est que ils doivent déjà souvent, par exemple, intégrer des choses comme des liens pour la publicité, des relais, des à lire Mhm. aussi. Tu vois, il y a déjà beaucoup de choses à venir intégrer dans les articles. Et du coup, ça leur fait beaucoup. Et si tu viens leur dire encore en plus de venir intégrer l'affiliation, ils vont dire, mais et ils ont bien raison. Leur travail, effectivement, c'est de d'être journaliste, de rédiger des articles, c'est pas de venir eux le monétiser. Mais ensuite, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que bah au début, ils ont pas mal de freins à venir intégrer des liens d'affiliation, mais ensuite, donc je fais un tracking très précis de tous les articles, etc. Et j'aime bien en fait leur remonter combien leurs articles ont généré. Et là, du coup, en général, pour eux, c'est un peu grisant de se dire, Mhm. ah, j'ai fait tel article. Il n'y avait peut-être pas forcément énormément d'audience, mais c'était super intentionniste. On a mis un article super bien placé. Et du coup, ça a converti à fond. Et ça, pour eux, c'est intéressant de savoir que leur travail a généré concrètement de l'argent, en plus, bien évidemment, bah, des audiences qu'ils vont générer, de la publicité, etc. Voilà. Quand tu remontes ces chiffres, tu remontes à la personne en charge de la monétisation pour ton client, ou tu remontes au niveau du journaliste qui a écrit l'article pour lui montrer les performances de son article? Alors, bah, par exemple, quand j'étais, du coup, j'étais pression média, Mhm. j'aimais bien remonter directement aux journalistes parce qu'en fait, je les connaissais, donc ça pouvait même être le croiser à la cantine et dire, Eh, ton dernier article, il Mhm. a fait tant. Et du coup, il y a un côté où effectivement, c'est hyper plaisant de savoir ça. Et ça les
motive du coup aussi à continuer à le faire. Et sinon, effectivement, en général, c'est plus des réunions avec les journalistes. Donc, globalement, c'est ce que je fais, c'est des réunions mensuelles, hebdomadaires, ça dépend des médias et des rédactions. Mais c'est vraiment de les rencontrer régulièrement pour échanger avec eux, pour échanger notamment sur leurs difficultés à venir intégrer les liens d'affiliation quand c'est à eux de le faire et de connaître justement leurs blocages, comment on peut les aider, quel service a fonctionné, lequel n'a pas fonctionné, pour justement leur dire, lui arrête de l'intégrer, ça sert à rien, ça ne rapporte pas, Mhm. mais lui, intégrez-le beaucoup plus parce que ça rapporte. Et, euh, et voilà. Et donc c'est vraiment, on va dire, une bonne communication quotidienne avec eux en fait pour venir intégrer l'affiliation servicielle. Est-ce que dans tes services, tu vas également proposer une, euh, une orientation de la stratégie édito? Alors, tu as dit que jamais tu vas laisser, euh, comment dire, les journalistes ne se laissent pas influencer par l'affiliation, par les articles qu'ils vont choisir. Mais est-ce que tu peux venir en suggestion et dire, effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, hein, les airfryers en ce moment ça cartonne, ça serait peut-être intéressant de faire cet article et tu viens avec une étude SEO ou une étude pré-enquête SEO sur le potentiel pour chaque média. Alors j'évite de venir leur suggérer des articles. Mhm. J'évite justement pour cette liberté de presse. Par contre, si je vois qu'ils ont effectivement de nombreux articles sur une thématique, là, je viens avec plusieurs services. D'accord. Et je leur propose plusieurs services. Et je leur dis, service numéro un, service numéro 2, voici le pourcentage de commission sur le premier, voici le pourcentage de commission sur le deuxième. Peut-être que le deuxième, il a un pourcentage de commission plus faible, mais je trouve que le service est quand même mieux. Enfin, on essaye d'échanger vraiment là-dessus de manière transparente pour justement proposer des services qui soient correspondent aux médias et non pas juste parce qu'il est là pour rapporter de l'argent. C'est vraiment ça la différence avec le content to commerce Mhm. et le brand content où là, on va venir privilégier ce qui rapporte tout en gardant bien évidemment des services qui sont en lien avec l'ADN du magazine. Mais Mhm. l'affiliation servicielle, on va vraiment rester sur ce qui convient aux journalistes. D'accord. Je crois que tu as préparé, pardon, quelques petites informations à partager avec un partage d'écran avant d'attaquer la seconde partie du podcast qui sera les recommandations pour l'externalisation de l'affiliation. Donc, je te laisse partager ton écran. Bien sûr. Alors, donc, par exemple, donc effectivement, j'ai préparé des petits exemples de sites Mhm. que j'aime beaucoup sur l'affiliation servicielle. Là, c'est l'exemple d'un client avec lequel j'ai travaillé. J'ai refait tout D'accord. un nouveau site qui s'appelle Voyage Family. Donc, c'est un Mhm. site très intéressant. Et effectivement, dans leurs articles, ils viennent intégrer différents partenaires. Donc, par exemple, partenaire logement, donc Mhm. un service qui est avec Booking. Mhm. On peut encore avoir, par exemple, un service de location de voitures ou encore un service pour réserver des activités comme Get Your Guide. Mhm. Et donc, effectivement, ce petit site va se monétiser à la fois sur de l'affiliation purement servicielle, mais aussi sur du brand content. Mais cette affiliation purement servicielle, c'est une affiliation qui fonctionne du coup vraiment très bien, Mhm. qui va être intégrée de manière, on va dire, de la meilleure manière possible dans tout le parcours du site. Donc là, on a un exemple avec réserver votre logement dans les top, à côté des top destinations Mhm. où partir en août. Quand on clique effectivement sur ce réserver votre logement, on tombe sur le site de Booking. De booking. Et donc, Ok. ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, une personne qui va atterrir sur Booking, peut-être qu'elle ne va pas convertir tout de suite, peut-être qu'elle va convertir 20 jours après, mais grâce au cookie, grâce au tracking, cette personne va être traquée et donc la rémunération va tomber pour le site, même si la personne convertit d'ici 20 à 30 jours. Mhm. Très Et bien. par exemple, oui, Non, je t'écoute. Pardon.
Par exemple, si on va dans la partie destination, donc, pour vous montrer un peu un exemple d'intégration directe de l'affiliation dans les articles, ça veut bien s'afficher. On va avoir effectivement des articles de cette manière-là. On va avoir des liens d'affiliation qui vont directement être intégrés dans les articles. Et encore mieux, on va avoir des boutons et des widgets qui vont directement être mis en cœur d'article. Donc là, par exemple, on a un article sur Visite et Florence, nos coups de cœur kids friendly, Mhm. et on va tomber sur ce bouton qui est rose pétant, Mhm. qui ressort bien, bien, bien dans l'article, et qui va du coup inciter effectivement l'utilisateur à aller rechercher son logement quand il relit le passage de l'article qui est quel quartier choisir pour dormir dans cette ville en famille. Mhm. Donc c'est super intentionniste, super en lien avec la thématique, puisque c'est un besoin qu'a le lecteur. Certainement que s'il lit cet article, c'est qu'il souhaite Mhm. partir à Florence dans les prochains jours, dans l'année qui suit, et qui du coup, effectivement, il y a un besoin, certainement, du coup, de réserver un logement. Et donc, la proposition du service arrive au bon moment, au bon endroit dans l'article. Voilà. Très clair. On voit sur le site, il y a pas y a pas de bannière en mode display, CPM, etc. Il est ultra clean, il y a même pas de sidebar, rien. Donc effectivement, l'affiliation est intégrée de manière très, je dirais très native. Tu parlais tout à l'heure du fait que c'est pas forcément les sites les plus beaux ou du moins les intégrations les plus clean et les plus belles qui convertissent le mieux. Là, pour le coup, je trouve que enfin, l'intégration est très propre. Donc, à Oui. quel point et j'imagine aussi qu'avec un gala, quand on parle gala, on n'a pas trop envie d'avoir peut-être une intégration un peu trop flashy. Donc là, tu t'adaptes vraiment, je dirais, à l'ADN du média par rapport à ça. Tu te permets de faire des choses peut-être avec certains publishers que d'autres tu écartes directement. Effectivement, donc en général, là, c'est vraiment ce qui rentre dans le besoin du client au début. Et de toute façon, je vais Mhm. toujours faire en sorte que ça corresponde au site. Effectivement, je vais pas venir proposer quelque chose qui correspond pas du tout avec l'ADN et on va dire la mise en page du site. Mais par contre, je vais toujours chercher à proposer au client quelque chose qui ressorte le mieux possible. Tu vois, par exemple, là, je t'avais montré dans un article, le bouton était quand même rose, ou qui ressortait Mhm. bien vis-à-vis du site, qui du coup a une charte bleu turquoise. Mhm. L'idée, c'est que vraiment, on puisse différencier ce bouton du reste du texte. Et tu vois, il était en rose, contrairement au reste du site, et du coup, tu te dis, à chaque fois que tu arrives dans un article, ton cerveau va reconnaître, en fait, à chaque fois, Mhm. ces différentes mises en avant. Tu vas savoir, en fait, qu'il s'agit d'affiliation directement. Très clair. Donc ça, c'est un site qui est monétisé uniquement par l'affiliation. Donc ça, c'est un site qui est monétisé en partie par l'affiliation. L'autre partie, c'est du brand content. Ah oui, Donc ouais, ils vont je vois que. directement chercher Mhm. voilà, des partenaires qui vont monétiser des articles pour apparaître sur le site. C'est toujours précisé quand c'est des articles monétisés en brand content. Mais effectivement, il y a une grosse partie de monétisation via de l'affiliation. Et donc là, pareil, la ligne éditoriale, c'est de toujours proposer des services qui correspondent à l'ADN du site. Donc, Mhm. comme je te disais, bah, là, tu vois, c'est la thématique du voyage. Euh, D'ailleurs, le voyage, c'est une des thématiques qui rapporte le plus en affiliation. Donc, bah, c'est pour ça que ce site-là, en gros, peut générer de beaux revenus grâce à cette affiliation-là. Et donc des services vraiment en lien avec l'ADN du site, comme louer une voiture, location de camping-car, réservation d'assurance. Enfin, tu vois, c'est tout ce genre de service que tu peux avoir quand tu tombes, que tu peux avoir besoin quand tu tombes sur ce genre de site. C'est très, très intentionniste. Très clair. Et donc ça, c'est un site que tu as accompagné. C'est toi qui les as démarchés ou c'est eux qui sont venus vers toi? Et eux qui sont venus vers moi, effectivement, pour les aider à se monétiser. Mhm. C'est un site qui est en pleine explosion d'audience sur la thématique niche du voyage en famille. Mhm.
sont vraiment quasiment les seuls à écrire sur cette thématique-là. Et effectivement, leur besoin, c'était de décupler leurs revenus en affiliation. Et donc, le besoin principal, là, c'était de venir, on va dire, mettre en place au niveau UX et développer de nouveaux services sur le site pour pouvoir se monétiser. Tu vois, par Mhm. exemple, un des travaux que j'ai pu effectuer sur ce site, ça a été de faire cette page-là pour effectivement mettre en avant les différents services de voyage family Mhm. et de les relayer le maximum possible dans les articles. Donc d'analyser quels étaient les tops articles. Les tops articles, du coup, les tops, on va dire, sujets, les top partenaires qu'on va peut-être pouvoir venir brancher sur le site. Et ensuite, de les mettre en place. Et de regarder, bien évidemment, les services qui étaient déjà en cours, comme par exemple Booking, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà mis en place. Et ça fonctionne tellement sur la thématique du coup du voyage que un des travaux, ça a été justement de développer Booking sur leur site Mhm. et de faire des intégrations, on va dire, de partout, des intégrations intelligentes, des relais dans la newsletter, des relais auprès de leurs partenaires. Ça a été vraiment tout un travail assez large. Et tu vois, par exemple, ça a été aussi d'essayer de créer une landing page qui soit SEO friendly Mhm. pour pouvoir effectivement, un jour, avoir cette page qui remonte en SEO sur Google et qui, du coup, là, se monétise tout seul. On Mhm. va dire le rêve dans l'affiliation, c'est d'avoir un article ou une landing page qui remonte de manière naturelle en SEO. Mhm. Et du coup, en plus d'avoir du trafic sur ton site, parce que les gens vont tomber dessus quand ils vont taper par exemple agence de voyage famille, mais en plus, tu vas te monétiser. Donc c'est vraiment tout bénef en fait. Mhm. C'est un énorme potentiel pour les différents sites, à la fois médias et sites de niche. Très clair. C'est la transition parfaite effectivement sur la partie 2 du podcast qui sont on va traiter des recommandations. Euh, et justement, la transition vient du fait que je te demandais pour ce site Voyage Family, qui est un plus petit acteur que, par exemple Gala ou les gros groupes médias que tu as pu accompagner ou que tu accompagnes. Euh, à quel, à quel point c'est valable pour un petit éditeur de faire appel à des services et à externaliser l'affiliation parce que toi, tu fonctionnes, j'imagine, tu as un modèle peut-être, je ne sais pas si tu peux nous l'expliquer d'ailleurs, au niveau de la facturation de tes services, tu as des frais fixes et après un bonus sur la performance ou ça dépend quelle est quelle est ta monétisation de ton côté. Alors ça dépend vraiment des clients. Mhm. Ça dépend vraiment du coup ce que je mets en place. Pour des plus petits sites, en général, c'est plus une partie frais fixes et une partie effectivement pourcentage de commission sur les ventes que j'ai pu effectuer sur la durée du contrat. Pour des plus gros clients, on va dire, des plus grosses entreprises, en général, c'est sur du frais fixe parce que c'est D'accord. comme ça qu'ils fonctionnent tout simplement, avec des frais fixes et des objectifs. C'est-à-dire que Mhm. donne un environ de temps passé sur le travail, mais je dois atteindre ces objectifs. Donc si c'est plus de temps passé, c'est plus de temps passé. Si c'est moins de temps passé, c'est moins de temps passé. Mhm. Mais l'idée, c'est que je veux vraiment travailler sur de la performance avec mes clients parce que c'est ça, en fait, Mhm. l'important au final, c'est combien ils vont gagner à la fin. On s'en Mhm. fiche du temps passé sur le site ou des différentes choses qui ont été développées. Si on met en place un partenariat, mais que ce partenariat-là, il rapporte 10 000 euros par mois, c'est bon. On Mhm. y est, on a ce qu'on voulait, quoi. Mhm. Euh, donc globalement, je fonctionne de cette manière. Et il me semble que tu avais une autre question aussi. C'était c'était plus généralement, c'était plus effectivement sur le distinguo entre petits sites éditeurs et gros médias. Alors, je Mm, précise quand je dis petit, c'est pas du tout péjoratif parce que, comme tu l'as précisé au début du podcast, on peut avoir une toute petite audience et très très bien monétiser. Et les petits éditeurs parfois ont même des meilleurs résultats que des gros groupes médias qui ont une audience très large et du coup mm. pas forcément adaptée pour l'affiliation. Mais ouais, c'était plus sur ce distinguo parce que quand moi j'ai découvert tes services, je me suis dit bon bah effectivement
c'est un no-brainer pour les gros sites médias qui n'ont pas encore lancé de l'affiliation, etc. Et j'avais plus de doutes sur l'aspect accompagnement pour les petits publishers parce que je me suis dit, il faut que toi tu Mhm. t'y retrouves, il faut que eux ils s'y retrouvent. Et également, j'ai parlé à l'un des derniers podcasts que j'ai publié, c'était avec Jérémy, euh, qui a un site média qui est français à Londres.com, donc un site pour les expatriés à Londres. Et il a également une agence de développement sur un CMS qui est Ghost. Mais en parlant côté média, lui, il me disait clairement l'affiliation, moi, ça me saoule en fait. J'ai pas envie de le faire. C'est Mhm. pas, c'est juste un truc il s'est jamais intéressé à ça. Il monétise avec des bannières, avec des abonnements, etc. Et ça fonctionne bien pour lui. Mais je lui disais, mais en fait, tu as une audience quand même très très particulière. Une audience également, les expats à Londres, peut-être qui ont certains moyens aussi. Ça vaudrait le coup que tu tentes l'affiliation. Et j'ai pas réussi à le convaincre. Il a dit non, ça me saoule. Et je dis, ça tombe bien, je parle à Lorraine la semaine prochaine. Elle accompagne les éditeurs sur la partie affiliation et je vais lui poser la question de savoir si tu vois tes services, les choses que tu mets en place pour les clients, peuvent être adaptés également pour les petits éditeurs. Donc, je crois déjà Bien avoir ma sûr. réponse, mais à quel point tu dis oui, ok, on peut travailler ensemble ou non, vous êtes encore entre guillemets un peu trop petit, quoi. Alors en général, bah, effectivement, il faut avoir une certaine audience, quand même déjà de base. Mais même si par exemple, tu as une newsletter ou tu as même un réseau social, parce que je commence effectivement à essayer d'aider les médias sur les réseaux sociaux, etc., à se monétiser, bah, en fait, du moment que tu as une audience et que tu as des gens qui sont, je le redis encore une énième fois, mais intentionnistes, Mhm. c'est ce qu'on cherche, ils peuvent acheter. Si tu as une base de 10 000 personnes sur effectivement de l'assurance santé, mais que ils sont pas du tout intéressés par l'assurance santé, qu'ils se retrouvent là parce que tu sais pas trop pourquoi, ils vont jamais acheter. Mais si tu as des gens qui dans ton parcours effectivement sont venus là parce qu'ils cherchaient de l'assurance santé et que t'en as que 100, ben, ça vaut beaucoup plus qu'une base Mhm. de plus de personnes qui effectivement ne sont pas intentionnistes. Donc je dirais, il y a cette partie-là. Après, quelque chose d'important aussi, où là, je viens aider les petits sites médias, c'est sur la sélection des partenaires. Parce que, en fait, comme j'ai mis en place plein de partenariats différents, j'ai eu des réussites, mais j'ai aussi eu des échecs. Mhm. Et du coup, en fait, j'ai déjà un peu expérimenté le truc. J'ai fait plein de tests sur plein de thématiques différentes, puisque du coup, bah, j'ai pu travailler sur, par exemple, un géo, un capital, un femme actuelle. Et en fait, c'est cette expérience-là qui m'apporte aujourd'hui et qui me permet de dire aux clients, non, mets pas ça sur ton site. Je sais que ça marche pas, je l'ai déjà Mhm. fait, c'est nul. Et en fait, du coup, ça permet de gagner du temps. Et aussi, effectivement, en général, les petits sites ne savent pas forcément comment développer l'affiliation. Ils ne savent pas que tu as plein de plateformes différentes, avec plein de services différents, que du coup, tu peux venir les ajouter directement dessus, que tu peux venir négocier ton Mhm. pourcentage de Mhm. commission. Ouais. Et c'est ce genre de choses, en fait, que je fais aussi. C'est que je vais renégocier des pourcentages de commission. Et en plus de ça, comme je travaille aussi côté annonceur, je suis en lien aussi avec des partenaires. Et du coup, en fait, je peux faire le pont. Et c'est ça un peu que j'essaye de proposer, on va dire, de différent en plus aussi. C'est que du coup, je fais vraiment la jonction entre annonceur et publisher. Mhm. Et c'est grâce à ce réseau que j'essaye d'entretenir et que j'essaye de développer au fur et à mesure qui me permet en fait de mettre en place des partenaires rapides. Si j'ai déjà Mhm. fait sur un autre média, je recontacte le partenaire, je lui dis, hey, on avait négocié ça sur Mhm. l'autre partenariat, s'il te plaît, tu me proposes la même chose. D'accord. Et, on sait exactement comment on travaille, on sait exactement comment on va créer par exemple une landing page, je sais exactement quels sont leurs outils ou non. Et du coup, en fait, c'est là où il y a un vrai gain de temps. C'est que j'ai le contact, j'ai la négociation et j'ai de l'expérience avec le partenaire. Et donc, c'est ça vraiment que j'essaye de développer sur tous les médias avec qui je travaille. Quand tu négocies par exemple, un pourcentage de commission avec, on va prendre Booking, un annonceur que tu as mentionné plus tôt, tu contactes directement l'annonceur ou tu passes par les plateformes d'affiliation pour négocier ces deals? Comment tu privilégies un canal plutôt qu'un autre? Il n'y a pas de règle. D'accord. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que je peux les contacter directement sur LinkedIn, par exemple. Mhm.
et via les plateformes d'affiliation. Je dirais quand même à 80%, je les contacte via les plateformes d'affiliation. D'accord. Mais il y a des services où là, effectivement, des entreprises ne vont pas se trouver sur des plateformes d'affiliation et du coup, je viens les contacter directement. D'accord. Mais en fait, quand je les compte, comme la plupart, du coup, je les connais déjà, Hmm. c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, souvent j'ai leur numéro de téléphone, j'ai juste à leur envoyer un petit message, on s'appelle et hop, le lendemain, on met en place ce partenariat. Donc ça Mhm. permet aussi une sorte de réactivité et pareil avec les différents account managers qui sont présents sur les différentes plateformes. À force, je les connais. En plus, ils tournent souvent de plateforme en plateforme quand Mhm. ils changent de travail. Donc, je les retrouve sur d'autres plateformes. Puis, tu, comme tu le sais, le monde de l'affiliation est vraiment un monde tout petit, donc tu Ouais. retrouves tout le temps les mêmes personnes. Et du coup, c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait, au final, ça crée un réseau autour de l'affiliation qui se développe de plus en plus. Ouais. C'est vrai que il y a beaucoup de publishers, surtout des petits qui se lancent, qui osent pas trop prendre contact avec les plateformes, avec les annonceurs, etc. Et je pense que c'est un tort, c'est une erreur. Alors forcément, bon, il faut avoir le temps, etc. Mais il y a plein de choses qu'on peut négocier en fait au-delà du taux de commission. En tant que Mm. publisher, on peut aussi négocier, alors c'est un peu compliqué, mais ça peut se négocier, la durée du cookie. Si un cookie il est de Mm. 20 jours, on peut lui dire passe-le à 30 jours. On peut négocier également les paiements. Certains annonceurs, ils vont vous payer à 90 jours, les plateformes pareil. Bon, bah, si vous avez besoin de cash pour investir, etc., on peut négocier ça. On peut négocier aussi, s'ils veulent vraiment rien lâcher au niveau, au niveau monétaire, on peut dire, certains annonceurs, ils ont des blogs où ils mettent en avant leurs affiliés et vous chopez un lien pour le SEO. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça à négocier. Et encore une fois, je fais un petit parallèle avec mon expérience de publisher parce que je pense que ça pourra aider d'autres médias. C'est faut se faire un peu violence en fait, faut décrocher le téléphone, faut aller aux événements avec les plateformes. Et Win, ils organisent par exemple pas mal d'événements avec les publishers, Mm. etc. Faut essayer de participer, faut faire des webinars et tout ça en fait fait en sorte que exactement ce que tu disais. Après, tu as un réseau et c'est en fait c'est un gain de temps de fou quoi. Une fois que tu sais qui fait quoi, comment, etc. Tu perds plus de temps à essayer d'optimiser le petit truc quoi. Ça se fait quasiment en un coup de fil, c'est fait quoi. Donc je C'est trouve que exactement ça. effectivement l'aspect relationnel en fait, il est méga important. Et ça, est-ce que tu le remarques sur les petits médias? Est-ce qu'il y a d'autres petites erreurs un peu courantes que tu remarques si on se concentre sur les plus petits publishers qui veulent se lancer dans l'affiliation? Oui, bah du coup, effectivement, ça, ne pas aller chercher du coup les bons partenaires, ne pas aussi mettre bien en avant, par exemple, les boutons, les Mhm, widgets, donc ne pas savoir comment relayer tout simplement les différents services. Il y en a plein, ils savent pas que tu peux en fait envoyer un message sur la plateforme d'affiliation où tu peux aller contacter la personne et lui dire «Ah, mais j'ai vu que sur ton site, tu avais un super widget. Tu veux pas juste me donner, me le développer en iframe, que je mhm, puisse venir l'intégrer sur mon site?» Et ça marche trop bien. C'est mhm. vraiment un levier super puissant. Et c'est ce genre de choses, effectivement, qu'il faut oser faire et que, bah voilà, que les différents sites n'osent pas faire et négocier, toujours, toujours négocier. Parfois, voilà, ils viennent chercher les différents partenaires sur les plateformes, ils viennent les brancher, mais jamais ils se disent, bah, ça peut être intéressant de venir renégocier ce tarif. Mhm. Et du coup, c'est une des premières choses que je fais quand je commence à travailler avec un petit site, c'est que je demande à combien tu es. Et la première chose que je fais, c'est on renégocie. On tente de Hmm. renégocier. Ça marche pas, mais on tente de renégocier. Et en fait, on va déjà venir améliorer ce qui marche, se concentrer sur ce Ouais. qui marche, avant de venir développer encore plein d'autres choses autour. C'est un peu, Hmm. oui, c'est la Ouais. méthode de, on se focus sur quelque chose qui fonctionne en fait, tu vois. Pareil, on se focus sur c'est quoi ton, par rapport au site, c'est quoi vos partenaires préférés, c'est quoi vos partenaires clés et vos partenaires de rêve, un peu j'ai envie de dire. Et on se focus à développer ces partenariats de rêve. Il vaut mieux se focus sur deux, trois partenaires puissants qui vont Mhm. rapporter que d'aller se perdre dans tous les sens, à venir brancher 40 partenariats qui en fait au final
vont quasiment rien te rapporter. Vaut mieux deux, trois gros partenariats Ouais. qui vont être bien développés partout sur ton site, bien mis en évidence, des partenariats qui vont beaucoup te rapporter sur un gros pourcentage de commission, plutôt qu'à en mettre plein. Très très bon conseil, effectivement. Et ça, s'il y a quelque chose à retenir, effectivement, pour les publishers et les médias qui souhaitent se lancer dans l'affiliation ou qui se sont lancés mais récemment, c'est vraiment, bah, c'est exactement ce que tu dis, quoi. C'est ouais, se concentrer sur ce qui marche et aller chercher les quick wins plutôt que de se disperser, de croire qu'un autre programme va mieux fonctionner, etc. Et c'est vraiment du long terme aussi. On peut pas typiquement, on peut pas se dire au bout d'un mois, ok, le programme il fonctionne pas. Encore une fois, si tu es un gala, tu as beaucoup de trafic, oui, mais si tu es un petit publisher, bah, ça vaut peut-être le coup de développer une relation avec l'annonceur, de comprendre pourquoi ça convertit pas, s'il y a trop de retours, si c'est un produit e-commerce ou des choses comme ça. Ça peut vraiment, vraiment aider. Est-ce que Exactement. tu, on a parlé un peu outils, on va rentrer encore un petit peu plus dans la technique si tu veux bien. Est-ce que tu as d'autres outils pour le suivi des performances, pour l'optimisation, pour l'analytics, des outils que tu aimes bien conseiller aux groupes médias ou aux plus petits publishers? Ben, globalement, effectivement, pour le suivi des audiences, ça va être se faire un data studio Mhm. et en fait de suivre toutes les audiences par article précises et du coup de se dire, ah bah là, on a beaucoup d'audience sur tel article et du coup, on va venir brancher des services. Donc, bien évidemment, toujours avoir, on va dire, un tableau central pour suivre et puis bah, toujours suivre effectivement les performances par article. Ça, c'est très D'accord. important. Donc, nombre de clics, taux de conversion, ce genre d'infos qui sont très importantes et qui vont nous permettre d'avoir des informations clés sur, bah oui, j'ai tenté de mettre un lien d'affiliation sur tel type d'article Airfryer. Combien de Airfryer est-ce qu'on a vendu? Mhm. Combien ça nous a rapporté? Et concrètement, est-ce que ça vaut le coup de refaire ou pas, en fait, tout simplement. Mhm. Donc ça, c'est très intéressant. Après, effectivement, ça va être de développer toujours en interne dans les médias, comme je disais, des boutons, des choses. En fait, c'est très simple hein, comme conseil. On va se dire, ah oui, un bouton, bah, c'est évident. Pareil, mais pas forcément pour tous les Mhm. médias, en fait. Ils n'ont pas tous des boutons de déjà développés. Et pourtant, c'est essentiel pour venir mettre en avant les services. Mhm. Pareil pour les widgets, tu peux en fait tout simplement créer des widgets assez faciles que tu viens brancher sur une plateforme ou une autre. Alors, faut voir effectivement en interne des médias sur quelle plateforme tu vas pouvoir héberger tes widgets. Ça dépend des médias, mais des choses où parfois tu penses pas forcément et en fait c'est des méthodes très simples pour créer ce genre de petits outils. Et après, bah toujours aller demander du coup des widgets aux affiliés directement, aux partenaires affiliés qui, eux, en général, en ont déjà des prêts. Et du coup, quand tu fais ça, bah, bien évidemment, tu économises du temps et donc de l'argent, puisque bah, c'est le partenaire qui va lui-même te fournir cet outil ou ce bouton que tu vas directement venir intégrer dans les articles. Donc, j'ai envie de dire, pour les outils à utiliser, toujours réfléchir en bonne intelligence et aller Mhm. prendre d'abord ce qui existe, ce qui fonctionne, et plutôt que voilà, mettre des liens simples dans les articles. Et après, bon, bah, Affilize, que je trouve qu'il y a un très bon outil pour le coup, pour ceux qui n'ont pas de box Mhm. e-commerce. Je leur fais un coup de pub là. Mais effectivement, c'est très bien de mettre en avant ce genre d'outil. Très cool. Tu as parlé de newsletter tout à l'heure et tu as parlé également du fait que tu essayes d'aller chercher de l'audience au- en dehors du site en lui-même. D'après ce que j'ai compris, tu essaies de développer l'affiliation peut-être sur la chaîne YouTube d'un média, sur un groupe Facebook. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça, sur l'aspect sortir de l'affiliation, vraiment du point com? En fait, c'est plus effectivement, donc soit tu vas venir brancher de l'affiliation dans une newsletter toute simple, Mhm. ça peut même être pour hors média des gens qui ont juste une newsletter, D'accord. tu peux vraiment venir la monétiser via des services. Ou effectivement, ça peut être l'utilisation de la newsletter ou des push web, applications, etc. pour relayer des articles où tu as de l'affiliation au sein de ces articles. Du coup, D'accord. quand tu les relayes, tu vas booster les audiences.
Tu peux aussi avoir des différentes pages pour des services sur les sites et tu vas pousser ces services-là en push web et application. Alors attention, il faut qu'il y ait le consentement Hmm. partenaire, etc., des audiences à chaque fois. Mais tu peux effectivement venir relayer ces différents articles, ces différentes pages. Et donc, bien évidemment, plus tu relais, plus tu fais de l'audience. Comme toujours, il faut que l'audience soit qualitative et tu as quand même plus de chances d'avoir des conversions si tu as de l'audience. Voilà, tu peux effectivement obtenir plus de ventes. Pareil pour effectivement les réseaux sociaux. Mhm. Tu peux venir aussi relayer les différents articles sur Facebook, sur Twitter, X maintenant, sur Instagram. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur les médias ou sur les réseaux sociaux aussi. Quand tu as un compte, par exemple, que tu es influenceur, plein de choses à faire pour Hmm. monétiser les réseaux sociaux. Alors je sais que les liens sont très limités sur les réseaux sociaux, mais tu viens mettre un Linktree avec à l'intérieur un lien vers une boutique Amazon, par exemple, où tu vas faire une sélection de produits pour ton compte influenceur. Et là, c'est super intéressant parce que chaque fois qu'une personne clique dessus, hop, elle est traquée. Et que donc, même si elle quitte ton Amazon et qu'elle achète un produit plus tard sur Amazon, là où il y a beaucoup de chances que ce soit le cas puisque beaucoup de gens achètent sur Amazon, du coup, effectivement, tu as de grandes chances d'avoir des conversions là-dessus par la suite. Et ça Mhm. peut être le cas avec plein d'autres services. Il n'y a pas qu'Amazon, bien évidemment. Est-ce que tu travailles avec des médias qui sont seulement une newsletter? Non, à date, je travaille pas avec des médias qui sont seulement une newsletter, mais effectivement, ça pourrait être un Mhm. bon axe. C'est un grand plaisir de pouvoir accompagner des médias qui n'ont qu'une newsletter pour Mhm. se monétiser parce que y a beaucoup de choses à faire et au final, c'est Ouais. similaire aux médias tout simplement. Mhm. Et l'affiliation peut venir effectivement remplacer des encarts de publicité, c'est-à-dire que Mhm. ils peuvent choisir l'affiliation pour pousser des services qui leur correspondent, qui correspondent à l'ADN de chaque newsletter. Mhm. La question était un peu égoïste de ma part parce que c'est quelque chose, newsletter, j'ai publié pas mal d'épisodes avec des gens qui sont dans le domaine de la newsletter, autant côté tech que côté bah, vraiment média newsletter. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce constat qui est de dire non, mais de toute façon, la newsletter, ça se monétise avec du sponsoring en fait. Tu proposes un pack ou un CPM et tu monétises ta base email comme ça. Mais pour moi, je comprends pas pourquoi l'affiliation ne pourrait pas fonctionner dans une newsletter du moment que tu as une base bien identifiée, que tu sais ce qu'ils recherchent, etc. Et mais même en parlant à des plateformes d'affiliation, euh, ils me disent non, mais l'affiliation dans la newsletter, non, ça fonctionne pas trop, etc. Je me suis toujours posé la question de bah, pourquoi, et c'est vrai que je vois pas trop d'initiatives de soit de médias qui ont des newsletters et qui tentent un peu de mettre de l'affiliation dans leur newsletter, soit de gens qui lancent des newsletters ou qui ont uniquement une newsletter et qui la monétisent avec l'affiliation. Est-ce que par exemple du coup, on va passer du côté des gros médias que tu as accompagnés ou que tu accompagnes. Est-ce que tu as déjà fait des tests en disant, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas mettre un lien d'affiliation mais je parle pas de faire un relais vers un article où il y a de l'affiliation, mais vraiment intégrer de l'affiliation directement dans l'email. On va pouvoir relayer différents produits dans cette Hmm. newsletter. Et je pense qu'effectivement, il y a un potentiel. Et j'ai envie de te dire, pour répondre à ta question, si ça fonctionne ou pas, bah, test and learn en fait. Exactement. Qui a dit que c'était pas possible en fait Mhm. Il faut juste tester. Tant qu'on n'a pas testé sur sa propre audience, sur un type de produit, on peut pas dire que ça ne fonctionne pas en fait. Il Mhm. faut juste le tester. Ouais. Donc, mais je crois beaucoup, par exemple, à des newsletters. Euh, on va rester par exemple sur la thématique de la mode. Ça pourrait être une newsletter shopping autour de la mode. Tous les dimanches, une newsletter qui est envoyée sur les différents bons plans. Le Mhm. jean Levi's en promo à acheter avec tel t-shirt à acheter, etc. La tenue Mhm. du jour. Et en fait, ça peut être intéressant. Mais voilà, Ouais. il faut tester. Il faut avoir une audience aussi qui monétise bien, qui est intéressée par ça. Euh, Ça peut être aussi des canaux via WhatsApp. Je sais qu'il y a certains Mhm. médias qui ont créé des canaux sur WhatsApp
pour justement partager les bons plans, etc., Ouais. ça peut être un canal où on partage des articles éditos, et puis Mhm. une fois de temps en temps, sans trop le faire, parce que sinon ça peut être du too much, Mhm. de venir partager effectivement des articles bons plans guide shopping. Écoute, j'y crois à fond aussi et ça sera peut-être l'occasion de faire un autre podcast sur l'affiliation dans les newsletters. Et c'est exactement ce que je pensais, tu vois. Tu prends un gala et tu leur dis faisons un test sur une newsletter 100% shopping en affinité avec votre audience. Et en fait, ce business model entre guillemets, enfin c'est pas un business model pour les médias, c'est juste une nouvelle piste de monétisation. Et c'est pas juste ok, on va balancer des liens d'affiliation et puis on verra quoi, advienne que pourra. C'est vraiment réfléchir à apporter une qualité édito via un autre canal que le .com. Euh, qu'est-ce que vous en gros, tu te mets dans la tête de ton persona, l'abonné à la newsletter Gala. Qu'est-ce qu'il va attendre de cette newsletter? Est-ce que tu peux pas créer un rendez-vous? C'est ça qui est très fort avec la Mm. newsletter également, c'est que, et comme tu l'as dit, tous les dimanches, ou peu importe, et il y a plein d'angles, à mon avis, à faire là-dessus. Donc, ouais, ça serait passionnant d'enregistrer une fois que tu auras justement test and learn. N'hésite pas à reprendre contact et effectivement, on pourra Avec explorer cette, plaisir. cette thématique. Je te Donc, on a. partagerai les données. Bah, super, super. Si Gala veut bien, je suis preneur. Oui, Euh, on est d'accord avec Gala. Donc on a parlé de pourquoi externaliser, que l'affiliation et que externaliser, ce n'est pas simplement pour les gros médias, ça peut être également valable pour des plus petits publishers. Tu as montré un exemple. Tu as utilisé les erreurs les plus courantes, on l'a mentionné. Je te mettrai en contact avec Jérémy de France à Londres parce qu'à mon avis tu peux faire éventuellement, tu peux l'accompagner sur sa problématique d'affiliation, de marketing à la performance. Et j'espère que Avec d'autres plaisir. petits publishers peut-être pourront être inspirés, soit à se lancer dans l'affiliation, soit à prendre contact avec Lorraine pour un accompagnement. Euh, Avant de passer aux questions de fin, est-ce que tu as peut-être une dernière recommandation ou un thème ou quelque chose, une question peut-être que j'ai oubliée, que tu aimerais mentionner sur la partie vraiment recommandation, plutôt côté très pratique? Je pensais à quelque chose, effectivement, toujours sélectionner des produits aussi qui ont un panier élevé assez Mm. important. Si effectivement on vient vendre des produits qui ont un panier moyen qui est faible, il va y avoir plus de temps pour générer beaucoup d'argent Mm. versus si tu viens vendre des iPhones tout simplement. Donc toujours regarder effectivement pour monétiser des produits qui ont un panier élevé, enfin qui ont un panier moyen élevé et qui en plus vont avoir un taux de commission élevé. Et si tu arrives à faire la jonction entre les deux, et ben là c'est jackpot. Mm. Tu peux gagner beaucoup d'argent via l'affiliation. Mais toujours Mhm. avoir ça en tête. Ok. Est-ce que tu as certains produits ou peut-être certaines catégories de produits qui fonctionnent particulièrement bien? Tu as mentionné donc Mm. le petit électroménager avec les air fryers, mais est-ce que tu as d'autres choses plus inattendues où tu te disais j'aurais jamais cru que ça pourrait fonctionner, et puis finalement ça fait un carton? En service, Booking. Ouais. Booking, ça fonctionne hyper bien Mhm. puisque tout le monde réserve des vacances, tout le monde Mhm. achète un hôtel de temps en temps, tout le monde effectivement va acheter ce type de service-là. Et effectivement, ensuite, tu as du coup NordVPN. Donc, c'est un autre Ouais. type de. Donc, ça, ce sont les VPN tout Mhm. simplement. Là, il me semble que tu es entre 40 et 50% de commission Mhm. pour ce type de produit. Et donc là, pareil, c'est très intéressant parce que du coup, si tu veux vendre une NordVPN, comme ce sont des abonnements qui touchent Mhm. en fait tous les mois les revenus de l'abonnement. Donc, ça aussi, du coup, en troisième, je dirais, prendre des produits qui ont un abonnement, c'est encore mieux parce Ah que oui, du coup, ouais. tu peux générer tous les mois des Mhm. revenus sur ces abonnements. Exactement. Très très bon conseil, très pratique. Merci pour ce partage. Et effectivement, NordVPN, je pense, a rendu beaucoup de publishers très heureux et très riches. Euh, et les VPN, c'est une niche vraiment qui a explosé. J'en ai Mm. parlé justement avec Romain de NordVPN. Il y a plein d'angles super intéressants à travailler, que tu sois un YouTuber, un média, que tu aies une présence sur Twitter, enfin sur X, peu importe. Euh,
Peut-être dernière question, excuse-moi, j'ai des questions qui me viennent comme ça. Est-ce que tu as encore un peu de Vas-y. temps? Ouais. Ok. Oui, oui, vas-y. J'en profite hein, tant que t'es là, j'en profite pour poser des questions euh, sur. Je vais prendre l'exemple. Les VPN, effectivement, c'est une thématique, une niche en affiliation qui a explosé il y a peut-être, qui a commencé à très très bien fonctionner. Je dirais il y a peut-être 4 ans pour les publishers, peut-être un peu plus. Euh, Imaginons, tu as un publisher, tu as un groupe média et tu arrives à savoir peut-être 6 mois avant tous tes concurrents que le VPN la thématique du VPN va exploser en fait. Tu peux commencer à publier des articles, à anticiper la tendance, etc., pour piloter ta stratégie édito. Et si tu es en premier, tu as plus de chances de te positionner, etc., etc., etc. Ma question, c'est comment, en tant que consultante ou en tant que même tu vas recommander des choses aux médias, comment tu restes au fait non pas seulement des choses qui fonctionnent aujourd'hui, mais des choses qui vont fonctionner demain. Alors, je te demande pas de sortir ta boule de cristal et de prévoir, mais est-ce qu'il n'existe pas des Hmm. outils ou des automatisations, des outils de veille qui te permettent spécifiquement pour les médias de dire, bah ok, toi tu as un site sur la tech, peut-être que le prochain, en gros, la prochaine grosse thématique en affiliation, ce ne sera pas le VPN, mais ça sera ce produit. Est-ce que tu utilises certains process ou est-ce que tu as des recommandations pour les médias? Alors, c'est quelque chose d'hyper pratique, mais c'est ce que je fais régulièrement. C'est que je suis les tendances Mhm. sur TikTok. Ok. En fait, sur TikTok, tu vois souvent des gens qui proposent des produits récents. Tu vois, je sais pas, je me souviens à un moment donné, il y avait les gourdes Stanley. Ah Tu vois oui, ces ouais. gourdes-là, Ah, hyper à la mode. Ah, mhm. j'ai vu ça sur les réseaux, je voyais tout le monde avec ses gourdes. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont avec ces gourdes? Et je me suis dit, mais il y a un truc à faire. On va Mhm. tenter ça, tu vois. Et Mhm. donc, c'est quand tu vois ce genre de produit, tu te dis, bon, bah là, il y a une tendance là-dessus, let's go. Par contre, Mhm. effectivement, pour les anticiper, ça c'est toujours assez difficile, mais tu peux avoir des plateformes d'affiliation, genre Amazon, qui par exemple organisent des réunions régulières et qui vont dire, ah bah là, on voit cette tendance-là sur les produits à venir. Et du coup, on se rend compte que les air fryers, pour rester sur la Mhm. thématique, fonctionnent très bien. Et du coup, effectivement, on va essayer de proposer des air fryers. Un autre truc que je fais régulièrement, je dirais même peut-être quotidiennement, c'est que je vais tout simplement, alors c'est des conseils très simples, mais en même temps je trouve qu'ils fonctionnent. Je pense que les choses simples à faire au final sont celles qui parfois bah, fonctionnent le mieux. Je vais sur Amazon et je vais dans les best-sellers. Mhm. Donc je regarde les produits best-sellers d'Amazon. Je me promène sur, tu vois, par exemple, comme je travaille pour Gala en ce moment, je me promène sur la partie femme et je regarde qu'est-ce qui pourrait intéresser mes lectrices. Tu vois, je sais pas, un nouveau produit à la mode en ce moment, là, je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce qui était luminothérapie. Ça Mhm. fonctionne vachement bien. C'est l'arrivée de l'hiver, t'as pas le moral, t'as besoin de vitamine D. Si t'habites en France, il fait moche, il fait froid. Bon, bah c'est pas mal de s'acheter un, un panneau. T'as des panneaux Mhm. solaires qui existent, t'as des appareils de luminothérapie. Ouais. Voilà, t'as plein de choses comme ça. Mhm. Par exemple, tu vois, là, c'est l'approche des fêtes. Je me suis dit, à l'approche des fêtes, qu'est-ce que tu as envie d'acheter? Tu as envie d'acheter du champagne. Tu vas acheter du champagne pour toute ta famille. Bon, bah, let's go. Article de champagne, Moët et Chandon. Grosse réduction pendant le Black Friday. On y Mhm. va, on tente le coup. Et l'article Super. est remonté en Discover. Voilà, c'est ce genre Ah, d'outils, je ok. pense, qui sont Mhm. intéressants à faire. Des choses très simples, en fait, se renseigner quotidiennement sur les réseaux sociaux, sur les différents produits. Et toujours, ça, c'est une démarche qui est manuelle ou tu as réussi à mettre en place des automatisations ou est-ce que tu utilises certains outils? Non, pour le coup, pour le moment, je le fais de manière manuelle moi-même. Je connais pas d'outils qui le fassent, Hmm. mais s'il y en a, je le prends avec grand plaisir. Ouais, ça te Ça me fait ferait gagner pas mal de effectivement temps. Ouais. gagner pas mal de temps. Exactement. Très cool. Bah écoute, super, des exemples et des recommandations très pratiques. Avant de passer aux questions de fin, tu as mentionné que tu étais basé en Asie, tu as Hong Kong. Est-ce que tu t'intéresses au marché local, au marché asiatique, peut-être au marché de Hong Kong sur les médias? Alors, est-ce que c'est très différent de ce qu'on trouve en Europe? Et si oui, est-ce que tu penses potentiellement également développer ton business sur la partie Asie?
Alors globalement, pour le moment, je travaille effectivement qu'avec le marché français. D'accord. J'ai des clients qui sont 100% français, non, sauf un récent là, effectivement, Mhm. qui est basé au Qatar, mais du coup, ils ont des relais en France. Mais sinon, c'est 100% le marché effectivement français. Mais c'est un marché pour le coup où je pense qu'il y a un gros potentiel. Du coup, je me suis renseignée sur la question. J'ai trouvé comme chiffre que entre 2024 et 2030, tous les ans, effectivement, la croissance de l'affiliation, c'est de 10% sur la partie Asie. Donc Mhm. c'est énorme et ça m'étonne pas parce que l'Asie est en pleine explosion. Il y a plein de choses à faire ici et le marché est en constante croissance. Et du coup, Mhm. effectivement, c'est certain que l'affiliation, c'est quelque chose qui va se développer dans les années à venir ici. Et il y a un énorme potentiel sur l'affiliation. Quand je vois déjà le potentiel sur l'affiliation qu'on a en France et Mhm. en Europe, je me dis, mais il y a beaucoup de choses à faire sur l'Asie. Et en fait, bah, voilà, tout simplement, quand je présente le travail que je fais, j'imagine que toi, ça doit être la même chose quand tu parlais de l'affiliation, les gens te disent, ça veut dire quoi? Mhm. Ça veut dire quoi l'affiliation? Et en fait, le principe est plutôt simple, mais c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément. Et du coup, quand tu dis je fais de l'affiliation, ils disent ah bah moi aussi je veux faire de l'affiliation. Puis, ça ne s'applique pas à tout, mais tu vois ce que je veux dire, il y a un certain Mhm. Mhm. engouement là-dessus parce que bah, dès que tu dis aux gens que tu veux les aider à gagner plus d'argent dans leur business model, en général, Ouais. ça les intéresse. Un Mhm. gros potentiel à venir sur l'affiliation dans les années qui suivent, ça c'est sûr. Mhm. Après, l'Asie, je pense que c'est un marché. Enfin, l'Asie, c'est très large, hein. C'est comme si on disait, tu vois, oui, à l'Ouest, l'affiliation, comment ça marche. Donc, j'imagine que c'est très spécifique en Indonésie, au Japon. Ils ont tous leur propre culture, leur propre canaux de distribution de l'audience. Certaines applications cartonnent en Chine et moins aux Philippines, par exemple. Donc, j'imagine que c'est très quand même très dépendant du pays. Mais effectivement, pour avoir vécu et voyagé pas mal en Asie, j'ai jamais vraiment trouvé euh, l'équivalent de l'affiliation tel qu'on le conçoit nous en Europe. Après, Mm. j'ai pas passé non plus des journées à faire des recherches, mais effectivement, ça serait intéressant aussi d'analyser un peu ce qui se fait à l'extérieur du marché européen pour notre culture business, mais également pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait répliquer sur le marché français. Donc ça pourrait être un exemple effectivement de choses à proposer aussi aux médias qui nous écoutent, ou si des publishers sont spécialisés sur l'Asie ou sur d'autres zones géographiques, ça pourrait être intéressant de faire un podcast là-dessus. Bah Euh, écoute, je te dirai quand je développerai mon activité côté Asie, je te ferai des retours. Volontiers, volontiers. Et effectivement, Hong Kong, ouais, c'est une ville qui est assez fantastique aussi à vivre. Et niveau business, c'est assez grisant comme ville. Donc, ouais, si tu développes sur l'Asie, ça m'intéresse également d'en savoir plus, effectivement. Alors, j'ai déjà un peu dépassé là le temps qu'on avait prévu pour ce podcast. Est-ce que tu as encore 5 minutes pour des questions de fin ou tu... Oui, oui, il n'y a pas de souci. Ok, ouais, c'est gentil, merci. Alors, question de fin, du coup, c'est sur les outils ou les services que tu rêverais d'avoir pour faire ton boulot, mais qui n'existent pas encore. On a pas mal parlé d'outils jusqu'à présent, mais est-ce qu'il y a un Hmm. truc, tu te dis, voilà, tous les jours, je dois faire ça, j'aimerais bien un outil ou quelque chose qui m'aide. Bah, un outil, par exemple, effectivement, pour venir mettre des liens d'affiliation automatiquement, Mhm. que je n'ai plus, on va dire, à le faire, à venir les mettre quotidiennement dans les articles. Et puis, bah, du coup, tout à l'heure, tu as soulevé un bon sujet, c'était un outil qui me permette effectivement de comprendre les tendances, les produits, parce que je Mhm. passe beaucoup de temps à faire de la veille, à aller chercher à droite, à gauche différents produits, différentes choses qui pourraient fonctionner. Ça fonctionne aussi beaucoup par l'intuition, mais Mhm. j'ai quand même besoin d'avoir des choses qui sont concrètes et des données concrètes sur les produits. Donc ça, effectivement, ce serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, ouais. Et puis, bah, quelque chose aussi, par exemple, l'idéal, ce serait d'avoir un outil euh, où je puisse créer facilement un widget, par Mhm. exemple, ou que je puisse choisir la couleur, que je puisse choisir la police, que je puisse choisir en combien d'étapes je fais mon widget. Voilà, des choses. Et bien sûr, un widget très facile à intégrer dans les Mhm. articles. Ouais. Très facile, juste un lien, et hop. Donc il est déjà hébergé, juste un lien, et je viens le mettre dans l'article. Mhm. Ça, ce serait quelque chose qui serait au top du top pour faire des choses personnalisées en fonction des produits et des services que
qu'on peut proposer dans les médias. Très bien. Quelles sont les tendances qui te stimulent le plus en ce moment? Donc, on va peut-être rester sur la thématique média appliquée à l'affiliation ou au marketing et à la performance. Les tendances, c'est-à-dire les tendances produits, tu veux dire, ou plutôt Oui, services? les tendances du marché, les choses qui quand tu te lèves le matin et que tu vas travailler sur un site, tu te dis, ah tiens, ça, j'ai vraiment envie de le tester, ou ça a l'air, c'est prometteur, tu vois, ouais, des tendances plus générales, en fait, sur le marché des médias ou de l'affiliation. Bah, globalement, effectivement, tester, on va dire, différents produits. J'ai envie de dire, tester des produits que les autres n'ont jamais testés. Ça, j'aime Mhm, bien faire. Tu vois, je te parlais du champagne parce que j'ai pas trouvé d'autres médias qui le faisaient. Et du coup, ça m'amuse d'aller chercher des choses que les autres ne font pas, ou aussi d'aller chercher. Là, je peux sortir encore un peu. Je sors un peu de l'affiliation servicielle, mais mhm, des techniques de monétisation mhm, que que les médias ne connaissent pas forcément. Ça peut être du e-learning, organiser des événements en ligne qui vont être rémunérés en fonction du nombre d'inscrits que tu vas rapporter via les articles. Ça peut être de la coproduction. Enfin, tu vois, il y a plein de petites mhm. choses. Et en fait, ça m'amuse de me lever le matin et de me dire, allez, comment je vais pouvoir trouver d'autres méthodes de monétisation pour pouvoir aider ces médias à gagner plus d'argent et donc à vivre et donc à permettre à la fin, le sens derrière tout ça, c'est se permettre la liberté d'expression Mhm. des médias au final. Et c'est ça qui effectivement me motive à travers la monétisation. Très clair. Et quelles sont les choses qui, au contraire, vont t'interroger ou qui t'inquiètent, peut-être plus donc, du coup sur le domaine des médias, de la presse, de l'information? C'est plutôt, effectivement, on est sur une période un peu compliquée niveau annonceurs. Et ça, je pense que tu dois avoir pas mal de retours sur ce Mhm, sujet-là. mhm, Mais les annonceurs, effectivement, recherchent de plus en plus de la performance, ce que je conçois à 100%, parce qu'à leur place, je ferais exactement pareil. Et du coup, effectivement, ils vont moins venir mettre de frais fixes pour aller chercher des articles brand content et ils vont vraiment se baser que sur du CPA. mhm. Et en fait, voilà, c'est un peu dur pour tout le monde. Il y a eu l'inflation, il y a eu plein d'événements politiques qui se sont passés et du coup, effectivement, les annonceurs sont moins prêts à venir Mhm. mettre du budget et du coup, ça, je dirais, c'est le problème numéro un actuellement, Mhm. les annonceurs pour les médias. Et du coup, c'est pour ça que l'affiliation vient un peu réparer cette partie, Ouais. du moins mettre un pansement sur cette partie Mhm. pour permettre d'autres solutions de rémunération, de monétisation en dehors de ces annonceurs qui sont en difficulté pour venir faire de la communication sur les médias. Très clair. Quel est selon toi le futur des médias digitaux et ceux qui monétisent justement avec de l'affiliation? Les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, pour moi, il y a un gros potentiel là-dessus. C'est quelque chose que les médias ne font pas encore. J'espère pouvoir le faire un jour avec un média. Mais effectivement, les médias ont des grosses audiences sur les réseaux. Et en fait, plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à tester, notamment via des codes promo. Tu viens mettre du coup des codes promo sur les vidéos, etc. C'est quelque chose que les influenceurs font déjà beaucoup. Hein, ils ont déjà trouvé différentes méthodes. Il y en a, ils font des trucs, comme je te disais tout à l'heure, super sympas avec des boutiques Amazon où ils mettent leurs différents produits et ils les mettent Mhm. en avant sur les différents réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça super sympa et c'est quelque chose que les médias devraient vraiment faire. Et, euh, et j'ai hâte, en fait, de faire des premiers tests sur des médias à ce niveau-là. Je trouve aussi qu'un réseau social qui est sous-utilisé en ce moment, c'est Pinterest. Je Ouais. pense qu'il y a un gros potentiel, et je dis ça un peu par intuition peut-être, mais je pense qu'il y a un gros potentiel de monétisation sur Pinterest et surtout pour des médias féminins. Ouais. J'ai lu que c'était beaucoup des femmes qui étaient sur Mhm. Pinterest. Et du coup, effectivement, en mettant en avant des produits mode, beauté, décoration, home, etc., je pense qu'on peut vraiment arriver à monétiser et en plus à générer du trafic depuis Pinterest vers ton site. Ouais. En créant des ponts avec les articles, etc., tu t'envoies du trafic. Et je pense que Mhm. ça, c'est vraiment sous-utilisé par les médias. Alors, à 100%, 1000% même, je confirme.
Et j'ai jamais compris pourquoi. C'est une plateforme qui fait peur presque à Mm. pas mal d'annonceurs, mais les publishers aussi. Euh, alors bon, j'ai mes petites hypothèses pourquoi, mais j'essaye depuis quelques mois d'avoir les équipes de Pinterest sur le podcast. Je leur passe le coucou s'ils nous écoutent. Je vais pas les lâcher parce que je pense qu'effectivement c'est une plateforme qui est vraiment exactement ce que tu as expliqué, sous-utilisée et pourtant un potentiel énorme. Alors c'est pas la plateforme la plus sexy comparée à TikTok ou à Instagram pour les médias. C'est pas la plateforme la plus simple à appréhender non plus, mais le potentiel est là et il y a beaucoup plus de régularité. Les médias se plaignent beaucoup du fait que si demain TikTok ou si demain Instagram ils changent leur algo, ton business en gros, il peut prendre un vrai coup et il peut Mm. vraiment en souffrir. Avec Pinterest, c'est un trafic qui est plus lent à obtenir, mais une fois qu'on a une présence, généralement, c'est aussi plus stable. Je mets des guillemets, hein, mais c'est une plateforme qui est très très intéressante à travailler, effectivement. Bien vu. Je suis Euh, d'accord. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? Le groupe média qui m'inspire le plus, alors il y en a beaucoup qui m'inspirent. Euh, j'avoue, je sais pas trop comment répondre à cette question. Il y en a beaucoup qui m'inspirent, mais je pense, je dirais, sur la partie content to commerce, peut-être effectivement Le Parisien, Mhm, parce qu'ils sont quand même très très chauds. mhm. Et je dois avouer qu'ils sont vraiment très très bons en content to commerce. Et du coup, je pense que c'est un bel exemple à proposer sur cette thématique-là, en tout cas. Très bien. Est-ce qu'il y a un business média que tu rêves de lancer? Parce que là, du coup, tu accompagnes des médias, mais est-ce que peut-être dans les cartons, Lorraine, elle a le projet de lancer son propre média ou ses propres sites affiliés? Bah, en vrai, j'y pense de plus en plus. J'aimerais bien Mhm, effectivement créer un petit site, un petit média, je sais pas encore. Mais là, pour le moment, j'ai pas les ressources et mhm. je préfère rester effectivement, enfin, me focus sur ce que je fais déjà actuellement, faire grossir cette activité-là. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai pris quelqu'un qui va m'accompagner dans mon équipe sur certains projets, Super. Mhm, qui était mon ancienne alternante, du coup, quand j'étais chez Prisma, donc je suis ravie de travailler avec elle. Et mhm. ça va m'aider déjà, effectivement, à déléguer un peu, mais face, en fait, à la demande hyper forte de l'affiliation, bah, mon business, en fait, j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à me Ok. structurer parce que ça va trop vite. Et donc, je dois refuser certains clients pour le moment Hmm. parce que j'arrive pas à aller assez vite. Mais dans les prochains mois, ce sera le cas. C'est juste que tout est arrivé d'un coup. Et Mhm. du coup, bah, je dois me structurer pour que ça se fasse. Et ensuite, effectivement, dans le futur, pour revenir à la question initiale, pourquoi pas? Ça peut être Mhm. effectivement une idée, notamment sur tout ce qui est créatif et art, puisque c'est un domaine qui me passionne, donc pourquoi pas. Très cool. Est-ce que tu cherches des partenaires ou des contacts? J'ai l'impression que tu es plus dans une phase où tu refuses les gens, mais si des gens sont intéressés pour collaborer avec toi, pour en savoir plus sur tes services, est-ce que tu es quand même, tu peux donner une échéance, peut-être dans 3 mois, ça ira un peu mieux et tu pourras accepter de nouveaux clients? Oui, je pense que début de l'année 2025, ce serait mieux structuré et on sera bon du D'accord. coup, effectivement. Et avec grand plaisir, même si c'est juste pour échanger. Mhm. Pour les partenaires, pareil, avec grand plaisir. Je cherche régulièrement des nouveaux partenaires à venir brancher du coup sur les médias et sur les sites. Donc, mon LinkedIn est ouvert. N'hésitez Ouais. pas à venir me contacter directement. Mhm. C'est avec grand plaisir que j'échangerai avec ces différentes personnes. Très bien. Bah, écoute, je mettrai effectivement ton profil en description du podcast. Tu as un site internet également, je crois, où tu Oui, présentes tes services. Ouais, exactement. Tout simplement lorenaffiliation.com où je très bien. présente du coup différents services et puis ce que j'ai déjà un petit peu réalisé jusqu'aujourd'hui. Et du coup, n'hésitez pas à me contacter aussi directement. Ce site, il y a un petit formulaire Ouais, pour prendre rendez-vous directement. très cool. Bah, écoute, Lorraine, merci énormément. C'était un épisode riche et très pratique à la fois. Et Merci je à pense que toi. ça va beaucoup plaire notamment aux éditeurs qui ont un peu des freins ou qui pensent que l'affiliation c'est compliqué ou que c'est pas pour eux, etc. Tu as prouvé que ça pouvait s'adapter pour
pour tout type de publisher. Donc très cool et je te souhaite une très bonne fin d'année 2024 et je suis sûr que 2025 va être une année très excitante pour toi et pour ton business. Donc ouais, je te souhaite plein de réussite et effectivement, n'hésitez pas à prendre contact avec Lorraine. On sent que elle est vraiment dedans, elle sait de quoi elle parle. Donc voilà, super épisode et Merci merci beaucoup, beaucoup. Ronan. À Merci beaucoup pour bientôt. l'invitation. Ouais, C'était un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt. également. Merci, au revoir. Au revoir.